Je suis Tom Gillesberg de l'Institut Schiller du Danemark et j'ai une question sur cette comment, d'une certaine manière, nous pouvons, je dirais, par rapport à ce qui se passe, un blackout, c'est le blackout. Alors peut-être on devrait avoir des gens de Grèce, d'Espagne, syndicalistes, des leaders politiques, de faire un tour, justement une tournée dans les pays européens et pousser les couches politiques qui répondent à la situation présente de discuter la crise. Ce qui n'est pas le cas actuellement. La manière dont cela fonctionne, d'après ce que je peux voir, c'est les médias contrôlent la discussion sur ce qui se passe. Les sociodémocrates, la gauche, les syndicats. Il faut être très très actif aujourd'hui. Il faudrait que ces gens-là soient très actifs. Ils prétendent qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Donc on doit faire face à la situation. C'est une politique malheureusement on peut le dire, de génocide qui a mis en place avec cette politique économique. Donc on doit arriver à faire sauter le bouchon. On doit trouver un moyen que les gens répondent à la réalité. Je peux ajouter brièvement quelque chose. J'étais à un meeting justement il y avait des délégués de Grèce qui visitaient leurs collègues ici de syndicats et ce qui était symptomatique, ils étaient castrés parce qu'ils n'avaient aucune idée de la solution. Et particulièrement les syndicalistes, c'était clair, ils ne savaient pas quoi faire. Ils sont choqués par la situation, certes. Et c'est comme des petits lapins complètement effrayés devant les phares d'une voiture. Et ils n'arrivent pas à discuter. Ils disaient il faut sauver l'euro tel qu'il est. Non. Et quand moi j'ai posé la question, je dis c'est pas le cas. On ne pourra pas sauver l'euro. Comme le professeur l'a dit. Merkel a fait une erreur quand elle a dit quand l'euro a échoué, si l'euro échoue, c'est l'Europe. Si l'euro échoue, l'Europe échouera, alors que c'est le contraire, l'Europe échoue parce que l'euro a échoué. Voilà, il faut bien voir ce que fait l'euro. Le traité de Maastricht empêche le crédit d'État, coupe la possibilité d'investissement dans l'économie réelle, qui est exactement la manière dont Franklin Roosevelt a sorti son pays de la crise. Et je pense de se concentrer sur les panels qu'il y a eu hier par rapport au projet de développement et à ce moment-là de faire la monnaie on la créera pour ça. C'est un moyen secondaire. Et c'est totalement absent de tous les milieux dans les milieux syndicaux, par exemple. Parce qu'aussi longtemps que de toute façon on acceptera l'euro, on ne pourra pas se défendre. On ne pourra pas se défendre. Quand c'est une bataille sans espoir. Si on défend nos droits dans le système euro, ça ne sert à rien. Donc la situation réelle, et on doit comprendre, il y a une idée animée, on pourrait dire, de ce que le futur peut être ou devrait être. Et pour ajouter également à cela, et un syndicaliste allemand posait la question, leur demandait qu'est-ce qui s'est passé dans les années 30, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'était pareil. Les gens se réfugiaient dans des petits groupes, c'était la violence qui explosait, les gens étaient effrayés. Et on a peur que la Grèce, ça devienne l'Allemagne de Weimar dans les années 20. Donc ils avaient... c'est pour ça qu'il faut une vision de ce qu'on veut, pas de ce qui est.
c'est très important d'avoir des informations. Ce que je peux vous dire concernant la Grèce, c'est que de plus en plus, les syndicats grecs utilisent des organisations internationales pour faire ce que les institutions européennes n'ont pas fait. Les conditions de travail en Grèce, par exemple, des salariés où il y a des violations permanentes de la loi du travail, en fait, des codes du travail. On n'a aucune réponse par rapport à tout ça. Donc il y a des gens qui étudient ces rapports, mais rien n'est fait. Donc qu'est-ce qui se passe en Europe? C'est inhabituel. C'est même quelque chose d'historique, on pourrait dire. L'Europe est la championne, normalement, des droits sociaux. Donc aujourd'hui, les organisations internationales, justement, essayent de élever le niveau du débat au-delà d'un niveau du pays du tiers-monde, comme c'est le cas actuellement en Grèce et comme je l'ai dit. Mais ils n'ont pas de soutien non plus. Si vous n'avez pas d'assurance chômage, par exemple, vous avez beaucoup de problèmes pour vous mobiliser. Donc il y a un échec complet des institutions par rapport à ce qu'on fait de l'argent. Donc on a besoin de plus de visibilité, je pense, sur ce qui se passe vraiment. Et la force de travail, justement, est très importante à mobiliser. Il y a le crédit, il y a les banques. Les personnes disent où va l'argent et il n'y a pas de plan de développement. Après que la situation s'était améliorée, alors si la situation se développe, alors on aura de l'argent pour le système social. Et peut-être le développement va venir de l'extérieur, parce que les gens vont investir. C'est comme un miracle, en fait. Les gens vont venir chez nous de l'extérieur, de nulle part. Et après qu'on ait payé la dette, là, les gens vont débarquer. Et là, ce sera magique. On va se développer. Mais c'est quoi cette histoire? Donc, le débat au Parlement, il y a quelques semaines en Grèce, par exemple, la question était la suivante. Comment on peut régler le problème? Quand il y a des urgences médicales, vous n'avez pas à rationaliser les soins. Il faut voir au-delà des problèmes financiers. C'est une urgence. C'est une urgence d'avoir l'argent ou alors on meurt. C'est ça. C'est ça la situation. C'est pas regarde là. C'est pas l'argent de l'investissement. C'est une situation d'urgence. On sait que l'argent est allé ailleurs. Vous êtes contre votre pays parce que vous votez contre cette loi, par exemple. Parce que vous êtes contre le financement de ce qui va vous aider, parce que vous savez que ça ne va pas vous aider. Donc il faut voir au-delà de la situation économique. Si vous aimez votre pays, votez pour ça. Sinon, nous, on va vous aider, votez pour nous. Il faut accepter. Et dans les situations exceptionnelles, on doit survivre quoi qu'il arrive. Et c'est la rhétorique qu'on nous impose, des conservateurs qui nous disent si vous aimez votre pays, il faut que vous acceptiez qu'on vous coupe la ceinture ou qu'on vous serre la ceinture. Et après, une fois qu'ils sont élus, ils font exactement l'inverse de ce que, évidemment, ils nous ont promis, comme toujours. Et les gens changent de gouvernement, mais ils n'ont pas changé de politique. Thank you. I think we have to discuss not only in this room but in the public. Je pense qu'il faut discuter, pas seulement ici, mais publiquement, deux sujets interreliés. Le premier, les conséquences de l'euro pour l'État. Parce que l'euro bloque les activités de l'État. Mais la deuxième chose, et ce qui est mon domaine professionnel, c'est la monnaie. Parce qu'on n'aurait jamais eu cette crise de la dette, cette crise de l'euro, sans
l'endettement des pays dans la même zone monétaire. CDP and for understanding the mess we are confronted to separate the two topics. The euro is a mortgage for every rational policy in the states, because states cannot do what they have to do. Hypothèque. You see it in Germany, we cannot fulfill the duties. L'euro, c'est une hypothèque sur l'État. Et on voit que ça empêche l'État de se porter garant de son rôle constitutionnel, d'assurer la vie des gens, ses obligations sociales. Et d'autre côté, une monnaie composite comme l'euro ne peut pas marcher si vous avez tous ces facteurs des différents pays qui perturbent la monnaie. Donc avec cette monnaie-là, tout est bloqué. L'État est bloqué par la monnaie est bloquée par les États. Très brièvement, en regardant avec une perspective différente, il y a la jeune génération ne se considère pas faisant partie de ce système. Tout ce que j'entends, toutes ces idées que j'entends sont excellentes. Et je pense à tous les jeunes qui ont la vingtaine, ils ne se sentent pas partie de ce qui existe. Et du coup, ils sont hermétiques à ce que disent les autres, mais aussi à ce que nous disions nous. Si vous avez vu le mouvement des indignés en Espagne, ça a été organisé avec de l'argent de Wall Street. Et c'est quelqu'un de très présent à Wall Street, qui est un ancien soviétique, qui a financé ce mouvement. Weinberg, il s'appelle. Et moi, je suis en Espagne et j'ai vu comment s'est constitué ce mouvement. Et je le connais à travers des gens qui étaient impliqués. C'est une opération militaire. Moi, j'ai une expérience dans le contre-espionnage à l'origine. Et j'ai vu, j'étais chez eux et j'ai vu qu'ils avaient tout un système informatique qui valait au moins $500,000. Donc, quand j'ai vu tout le matériel qu'ils avaient, plus d'autres choses, je me suis dit, mais qui les finance? Et il y avait vraiment, mondialement, les indignés, en particulièrement à Wall Street, étaient équipés comme une agence professionnelle. Donc la question, c'est qu'on a des médias sociaux que nous, dans notre camp, nous n'utilisons pas à bon escient. Twitter, Facebook, etc. Parce que il y a 1 milliard de personnes qui sont à notre portée grâce à ces réseaux sociaux. Et sur ces réseaux, il y a énormément de gens qui pensent qu'ils font partie de rien. Comme cette jeune personne qui disait qu'il était en Espagne et qu'il ne savait pas quoi faire et qu'il a rencontré le mouvement et que là il s'est engagé, qu'il est allé en Allemagne. Et il y a plein de gens comme ça là qui n'ont rien à faire dans leur vie et qui pourraient faire des choses. Et si on arrive à les recruter, on ne pourra jamais être battu. Donc, nous devons utiliser ces médias et il y a des gens qui ont une connaissance si grande, comme le professeur Henkel, Gazet Larouche, le monsieur grec à côté de moi. Et parce qu'on a un saut de génération entre les gens qui sont d'une certaine génération et qui maîtrisent les connaissances et les jeunes qui n'ont rien. Et il n'y a rien entre les deux. Donc il y a beaucoup de connaissances ici. Et
Et c'est ça la force du mouvement La Rouchisse dans le monde. C'est le rôle des jeunes. Des jeunes qui ont 18, 20, 30 ans, et même au-delà, qui s'accaparent ces connaissances et qui les transmettent. Et ça, cette connaissance est beaucoup plus forte que le contrôle médiatique. Et avec ces idées, on peut contrôler les médias sociaux, gagner sur les médias sociaux et gagner la bataille. Les syndicalistes en Grèce, ils ont perdu, à mon avis, leur puissance du passé. Ils sont paralysés. Parce que la pauvreté et le chômage de masse. Mais parce que les gens ne leur font plus confiance. Ils ne croient plus dans les syndicats. Ils ne croient plus les politiciens traditionnels. Ça, c'est la résultante, en fait, pourquoi l'extrême gauche et l'extrême droite prend des proportions hallucinantes. Et c'est très, très, très dangereux. Ça, c'est très dangereux pour la démocratie. Et pas simplement cela. Cette pauvreté qui continue. Cette situation terrible auquel nous faisons face en Grèce. Si ça continue comme ça encore longtemps, la peur, c'est nous pourrions avoir vraiment des conditions vraiment mauvaises, avec des manifestations massives. Et j'en appelle, j'espère, les partenaires européens, les principaux partenaires européens, de regarder réellement la situation sociale, la situation politique et sociale sur place. C'est pas correct d'avoir l'extrême droite, l'extrême gauche et l'extrême droite prendre autant d'importance, parce que là, c'est pas bon. Pas bon, ça. Comme je l'ai dit, les syndicalistes ont perdu la partie. Eh oui, ils avaient un jeu dans leurs mains, ils l'ont perdu. Merci. Ceci est mon commentaire. Hein. Je n'entends pas très bien ce que vous dites, mais je voulais ajouter, je fais le mieux, mais je voulais ajouter cela. Vous vous êtes bien exprimé. Je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Les syndicalistes et l'establishment, on pourrait dire, les institutions politiques sont larguées. Ce qu'on appelle l'opposition est pour l'Europe, et pour l'austérité, et pour les bons d'État. Donc c'est hallucinant. Donc on doit vraiment dire les choses telles qu'elles sont et dans leur ensemble. Parce que l'Union européenne, le gouvernement suisse, le gouvernement britannique ont des plans très précis pour une explosion sociale en Europe. Il y a des plans précis contre ça. Il y a plus d'un an, ils ont fait un plan d'urgence au cas où, si l'euro explose, pour exfiltrer carrément les citoyens anglais qui seraient amenés à être sur le territoire au moment de l'explosion. Parce que les portables ne marcheraient plus, il y aurait un effondrement, il y aurait un chaos social. Donc imaginez la situation. Ça, s'il y a des plans, des études qui sont prévues pour ça, pour des situations de crise en un jour, tout s'arrête en un seul jour. Et franchement, une armée européenne ou d'autres nations nationales ne pourra pas faire face à cette crise. Le gouvernement suisse a fait des plans d'urgence également pour fermer les frontières au cas où des millions ou des dizaines de millions de gens qui essaieraient d'aller en Suisse, parce que c'est relativement stable comme pays, dans la zone euro. Et ils sont très, très heureux d'ailleurs de ne pas être dans la zone euro. C'est une petite place, c'est un petit endroit, et ils n'ont pas envie d'avoir 1 million de gens qui débarquent. Ils sont déjà très en colère. Et 10% des Suisses, maintenant, sont allemands.
Donc ils ne sont pas toujours bienvenus vu l'histoire parfois entre les deux pays. Mais l'Union européenne, ils ont des cartes que vous pouvez voir sur Internet avec des zones où ils s'attendent à ce qu'il y ait des explosions sociales. Berlin, la Rhénanie du Nord, les banlieues de France. J'ai pas tous les noms en tête, mais il y a des plans d'intervention pour ce type d'explosion sociale. Donc j'ai parlé à suffisamment de gens aux États-Unis, en Europe, pour être sûr quasiment à 100% que l'élite mondiale sait que ce système peut s'évaporer demain matin, ou ce soir, dans 2 heures, quand le marché asiatique va s'ouvrir. Mais c'est tellement fragile, ça peut s'évaporer. Et c'est pour ça qu'ils sont hystériquement en train d'imprimer massivement de l'argent dans l'hyperinflation, parce qu'ils sont en panique. Et si vous avez tout ce que vous aviez pour vos retraites, pour vos soins d'urgence médicaux, par exemple, c'est fini. Et ils sont prêts à risquer ça aujourd'hui, nos élites. Je ne veux pas nommer des gens ici, parce que il y a une confiance, une confidence. Je connais quelqu'un de distingué. Je ne veux même pas dire plus, mais qui m'a dit que quand le mécanisme européen de stabilité a été mis en place, les gens doivent être exécutés sur le mur et souffrir. Il est halluciné. Et je ne pensais pas qu'une personne de ce niveau-là pouvait dire ce genre de choses. Il faudra tuer les gens qui mettent en place ce mécanisme parce que ça va créer des souffrances sans fin. Et on le voit en Italie, regardez, il y a des endroits aux États-Unis très pauvres, en Allemagne. C'est horrible. C'est un génocide. Et il faut arrêter d'être naïf. C'est une guerre contre les gens. Et c'est vrai. C'est ce que disait Daniel Estulin. Il ne respecte pas la vie des gens. Regardez les conditions de l'Afrique. Vous pensez que ça doit vraiment être comme ça? Jean Ziegler en a parlé, qui a été mentionné plus tôt dans cette conférence. Il a dit que la Commission européenne, qui fait du dumping sur les prix alimentaires pour l'Afrique, et ils sont obligés de tirer sur des gens, des centaines de gens qui essaient de s'accrocher à des bateaux pour venir en Europe. C'est une politique meurtrière. Et je pense que quand on dit on a besoin d'un changement de paradigme, c'est pas un petit changement de paradigme dont je parle. On a besoin d'un changement de paradigme complet. Le Glass-Steagall. La bulle spéculative ne disparaîtra pas si on ne met pas en place le Glass-Steagall, même si on revient des monnaies nationales. Donc on doit arrêter cette spéculation et ces paris à haut risque. Ensuite, la mise en place immédiate d'un système de crédit pour des investissements pour le futur. On a développé ces plans pour la reconstruction de l'Europe du Sud, la zone euro-méditerranée, pour une partie de l'Afrique. On a ajouté le Moyen-Orient hier dans ce projet, comme vous l'avez vu. Et ce plan doit être suivi strictement, scientifiquement. Et M. Larouche en a parlé ce matin dans cette petite vidéo. Il a dit tout ce qui était de manière très compacte, ce qui était nécessaire. Mais c'est ça, c'est l'énergie, le flux de densité d'énergie. C'est cette question fondamentale. C'est pas quelques investissements ici ou là pour des petits projets. Ça doit être en accord avec les lois de l'univers. Et le développement anti-anthropique, justement, de l'univers. On doit orienter nos projets sur cette base légitime. Voilà. Et pas comme ces crapules de Schnellhuber, par exemple. Ou celui qui est venu avec son plan Marshall vert pour le sud de l'Europe, là. Arrêtez-le. Pour recouvrir tous les îles grecques, par exemple, de panneaux solaires. Il est fou. Et j'étais à Rhodes, moi. Il n'y avait pas de panneaux solaires à Rhodes il y a 3 ans. Maintenant, il y a des parcs entiers de panneaux solaires. C'est horrible le paysage. C'est dégoûtant. Et ça ne marche pas en plus. C'est pas une solution.
Et je pense qu'il y a des gens ici qui pensent qu'il faut avoir l'accès à l'énergie solaire et tout ça. Mais c'est faux, c'est faux. De tous les points de vue économiques ou physiques, c'est faux. C'est pas efficace en termes justement de flux de densité d'énergie. Et ça absorbe justement des capacités économiques qu'on aurait pu immédiatement investir ailleurs. Et ça, les écologistes, ils sont fanatiques sur ces questions-là. Ils savent ça. Donc on a besoin du tout, d'un package, de trouver ces gens dans les institutions et à l'extérieur, les gens qui deviennent politiques, comme Madame Procetto l'a exprimé hier, par exemple, dans son intervention. On doit avoir une discussion justement sur ce changement de paradigme complet. Et tout le monde doit être d'accord sur ça. On peut pas justement comme rebaser notre économie sur les statistiques, sur le monétarisme et sur les perceptions sensorielles. On ne sortira jamais de la crise si on ne change pas ces paradigmes-là. Voilà. Il faut comprendre les lois de l'univers. Et l'économie et le système politique doivent être en cohérence, en congruence avec l'univers physique. Ça, c'est le vrai défi qu'on a. On a vu les scientifiques hier de l'espace et ils sont éduqués, ou les gens dans les petites et moyennes entreprises qui font ça réellement, parce que ils n'ont pas le choix en fait dans leur métier. Des entrepreneurs étaient également des inventeurs, par exemple. C'est pour ça qu'on avait en Allemagne, on avait ce courant-là. Malheureusement, tout ça s'effondre, mais quelqu'un avait inventé quelque chose, et pour ça, il avait conquis, on pourrait dire, un principe physique de l'univers, et il l'appliquait justement dans les processus de production qui augmentaient la productivité de la force de travail et des capacités industrielles de l'ensemble du pays. Et ça doit être compris comme la seule source de richesse. C'est pas les matières premières, c'est pas la possession de terres, c'est pas toutes ces choses-là. La seule source de richesse, c'est la créativité humaine. C'est l'esprit humain créatif. Et elle s'exprime dans la science, dans l'art classique. Donc on doit changer le débat pour amener le débat tout le temps à ce niveau-là. Parce que si vous restez au niveau inférieur, il n'y aura pas de changement de paradigme de la manière où cela doit arriver. Et je voulais simplement injecter, si je peux m'exprimer ainsi, cela dans le débat.